bienvenue pour ce Vie ma vie sur les métiers de la tech qu'on connaît mais qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 hommes, du coup, qui travaillent dans la tech et qui vont nous parler un petit peu plus de leur métier, vulgariser un petit peu ce qu'ils font et puis vous présenter un petit peu leur journée type, leur parcours pour que vous puissiez en savoir plus. Donc Bernard, Mousse, Alexis et Cédric, je vais vous laisser la parole pour un petit peu nous dire en quelques mots quelles sont les missions de votre métier et puis l'intitulé aussi de ce que vous faites, puisque parfois ça peut être un petit peu technique pour les gens qui ne connaissent pas. Je te laisse commencer. Très bien. Bonjour, je suis Bernard, je suis le directeur du système d'information du groupe ProApro. Mon métier à la base c'est d'être manager. Je drive des équipes. Notre métier, à mes équipes et à moi, c'est de rendre un service informatique à l'ensemble de nos collaborateurs, et faire en sorte qu'ils puissent utiliser l'ensemble des outils au quotidien. C'est d'accompagner aussi le groupe dans sa stratégie et de voir un développement en fait, numérique associé à celui-ci. Bonjour. Là, voilà, ça marche. Moi, je m'appelle Mousse, c'est Mousse et Léo, mais on dit Mousse pour faire plus court. Je suis coach agile et DevOps. Ce ne sont pas des gros mots, c'est tout simplement l'accompagnement des équipes, mais également des personnes en individualité dans des méthodes de gestion de projet, qui sont l'agilité, qui est une culture, mais également le DevOps. En plus, je suis également formateur sur des méthodes de gestion de projet qu'on appelle SAFe. Donc, je forme des développeurs, des PO, des Scrum Masters, tous ces consultants. C'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui pour vous parler du métier de PO. Bonjour à tous, je suis Alexis Sarla, je suis Data Scientist à Airbus. Mon métier, en quelques mots, c'est de créer de la valeur à partir des données produites et reçues par les entreprises afin de pouvoir être une aide à la décision pour les dirigeants d'entreprise et les décideurs. Donc, bonjour, Cédric, donc, je suis coach DevOps et contrairement aux idées préconçues sur le sujet, en fait, je fais très peu de technique. En fait, mon métier, au contraire, ça va être de travailler avec les métiers, avec les organisations, de manière à fluidifier l'ensemble de l'information dans l'entreprise, créer de la valeur. Et en fait, mon métier change de plus en plus, puisqu'avant, le DevOps, c'était un mouvement. On pouvait imaginer des devs vers les Ops. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, les entreprises qui super performent sont des entreprises qui ont un niveau de maturité DevOps très élevé. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un métier d'accélération, accélérer la valeur, l'innovation et tout ce qui va autour. Merci à vous. Alors, Mousse et Cédric, vous avez du coup à peu près le même métier. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une journée type, de ce que vous faites, de comment vous enchaînez les missions et surtout quelles sont les interactions que vous avez avec le reste des collaborateurs ? Alors moi, si je commence, alors vous allez dire, il a vraiment de la chance, Cédric, parce que sa journée type, en fait, moi, je suis chercheur d'or. Donc en fait, je cherche des pépites tout au long de la journée. Et en fait, une journée réussie, c'est quand je vais trouver un nouveau talent. Bon, l'agilité, ça favorise en fait l'expertise, l'intelligence, et puisque les personnes peuvent s'épanouir, elles sont reconnues. Donc l'idée, ça va être de trouver finalement quelles sont les personnes qui ont un vrai talent. Moi, les outils, je ne les impose jamais. Je vous ai dit, je n'étais pas technique. Donc, je vais voir si au niveau des équipes, on n'a pas quelqu'un qui aura un super outil à proposer. Parce que si c'est l'équipe qui propose son outil d'automatisation, bien sûr, elle sera, je dirais, la plus apte à la mettre en place. Voilà, donc une journée réussie, c'est quand j'ai trouvé un nouveau talent, j'ai vu qu'on avait gagné du temps, quand les personnes collaborent mieux, quand je vois que les équipes produits invitent des personnes du déploiement, reconnaissent de l'intelligence, invitent des personnes de la sécurité. Voilà, donc je suis chercheur d'or. Merci, il a déjà tout dit. Donc, ce qui veut dire qu'à peu près, on a même le même métier. Mais moi, je vais prendre une autre journée type, à savoir une journée type d'un PO, d'un Product Owner. C'est quelqu'un qui est dans une équipe de gestion de projet et qui est l'interface entre le client, à savoir l'utilisateur d'un produit, c'est ce qu'on appelle une application, et également son équipe, les développeurs et un autre
acteur que l'on appelle le Scrum Master. Et ce Scrum Master-là, il est là pour veiller à ce que l'agilité soit appliquée correctement, que l'équipe puisse travailler avec le moins de stress possible, parce qu'on oublie souvent une chose dans notre métier, c'est qu'on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de process, et on oublie le facteur humain. Et le facteur humain, quand on l'oublie, on perd tous les bénéfices que peuvent nous offrir les outils et les process. Et dans ce cadre-là que le PO est là pour avoir la vision du produit, à savoir pourquoi on fait notre travail, où est-ce qu'on va aller, quel est le résultat qu'on va obtenir. Et il doit être l'interface avec tous les acteurs pour avoir toutes les tâches qui doivent être effectuées, les donner aux développeurs pour que ceux-ci puissent réaliser correctement les tâches qu'ils ont à faire. Et ce n'est pas seulement ça, donc c'est également des réunions auxquelles il va participer pour lui permettre de se synchroniser avec toute l'équipe pour que chacun sache où en sont les autres. Donc c'est un travail de collaboration, de synchronisation, et en même temps, il y a des moments où il est tout seul, où il doit avoir l'ensemble de ses tâches qu'il doit prioriser parce qu'il connaît le besoin du client, parce qu'il le représente. Comme on dit, le PO, c'est celui qui a la vision du produit, c'est celui qui représente le client, et c'est celui qui regarde également si ces tâches vont être validées, acceptées ou supprimées. Donc c'est un individu qui est essentiel dans l'équipe Scrum. Donc il travaille en étroite collaboration avec les développeurs et les Scrum Masters, mais en même temps en lien avec le client et les autres acteurs. Merci beaucoup à vous deux. Alors maintenant, je me tourne vers toi, Alexis. Tu as un métier qui est quand même plus tech. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et puis après nous décrire une journée type? Bien sûr. Alors, du coup, mon parcours, j'ai fait un DUT informatique qui traitait surtout de développement logiciel. J'ai enchaîné sur une 3e année de bachelor qui était plus axée développement web pour enfin faire un master spécialisé dans la data science et le data engineering. Donc, c'est un bac plus 5. Et une journée type, ça va être une journée où je vais travailler avec beaucoup d'acteurs du monde de la data. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que le data scientist, c'est quelqu'un qui va créer de la valeur à partir des données des entreprises, produites qu'elles reçoivent. Et durant cette journée-là, je vais travailler avec des data ingénieurs qui vont mettre en place les données pour que je puisse les exploiter. Je vais travailler avec des data stewards qui vont donner les accès aux données aux personnes concernées. Je vais travailler avec les parties prenantes du projet, la partie métier. Et également, je vais travailler avec l'équipe, généralement une équipe agile. Donc on retourne avec ce métier de Bernard et Cédric et Mousse. Une émission principale, du coup, ça va être plutôt le profil du data scientist, ça va être quelqu'un qui est très matheux, quelqu'un qui s'y connaît, qui a des compétences et des connaissances en informatique, mais surtout quelqu'un qui va pouvoir capturer le besoin du client et du métier. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'avoir des connaissances métiers et des interactions avec le métier. Donc, quand je parle de métier, c'est-à-dire, par exemple, moi je travaille dans l'aéronautique, ça va être d'avoir des connaissances dans l'aéronautique plus ou moins pointues afin de pouvoir au mieux répondre aux besoins. Et également, il doit avoir besoin d'une bonne compétence de communication afin de pouvoir vulgariser et expliquer les données, les résultats des données exploitées. Merci beaucoup. Et alors toi maintenant, Bernard, est-ce que tu peux nous raconter ta journée type, s'il te plaît? Alors, ma journée type, c'est un peu compliqué. Il n'y a jamais vraiment de journée type, en fait. Elles sont toujours plus ou moins différentes, mais on va essayer de donner des thématiques. Comme je disais, moi j'ai un rôle de manager, donc forcément j'ai des équipes en direct. Je commence toujours mes journées par un point hebdomadaire avec les collaborateurs que j'ai en direct pour faire un point difficulté, problème à résoudre.
il y a aussi un suivi en fait, comme on fait, on supporte les activités business à aujourd'hui, donc c'est s'assurer en fait que les services sont rendus et donc on fait un point sur tout ce qui est reporting sur ces activités-là pour voir en fait si les niveaux de service sont corrects. Et après, la journée s'enchaîne sur comment est-ce qu'on construit demain, donc les évolutions, les projets, travailler en fait à la suite. Donc ça peut être du suivi budgétaire, comme ça peut être de la participation à des comités de pilotage ou diverses choses comme ça. Super. Merci. Alors maintenant, si vous avez des questions peut-être dans la salle sur ce qu'on vient de... Oui. Oui, je répète la question. Quelles sont les différences entre Scrum Master et DevOps ? Alors le Scrum Master, il travaille au niveau d'une équipe, très souvent nos équipes de développement, mais pas que, puisque maintenant on peut faire des infrastructures aussi codées, on va développer des infrastructures, et il est censé enlever les obstacles. Et quelque part, le problème, c'est qu'il est au niveau du périmètre de l'équipe, il n'a pas forcément la transversalité. C'est-à-dire que si l'équipe développe très bien, lui, il a accéléré. Très souvent, moi, c'est ce qu'on me demande. On me dit il faut que le développement aille plus vite. On ne livre pas assez. Et on se rend compte après qu'on nous dit ah oui, mais c'est minimum 6 mois pour mettre en production. Ça a été imposé par la direction. Donc voilà, imaginez, le Scrum Master, il fait ce qu'il peut pour accélérer au niveau de son équipe, mais il n'a pas la transversalité pour régler tous les problèmes. Donc le DevOps va pouvoir aider, et la démarche DevOps, à ce que justement ce soit toute la chaîne qui accélère autant que l'équipe de développement. Donc voilà, ce sera un Scrum Master au sens très large. Le DevOps va permettre au Scrum Master d'avoir une vue et de donner son avis sur toute la chaîne, voilà, jusqu'à la mise en production. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous avez fait face à des préjugés quand vous avez commencé à exercer ou peut-être pas ou des incompréhensions sur vos métiers ? Sur les incompréhensions, il y en a toujours. Je prendrai un exemple très simple. Moi, par exemple, je ne suis pas de l'IT. Moi, j'ai fait des études de gestion et j'ai fait de la reconversion ensuite pour être développeur en C#. Donc, forcément, quand on débarque avec des ingénieurs qui sont passés dans les écoles d'ingénieurs, ils se disent souvent comment tu as fait, toi, pour te former en 5-6 mois à faire ce que nous, on a appris à faire pendant 5 ans. Donc, quelquefois, il y a ce petit a priori, ils se demandent est-ce que tu es assez compétent pour faire les choses, mais il y a également un aspect qu'ils oublient souvent, c'est qu'avant d'arriver à ces 3 mois, j'ai passé en autodidacte plus de 2 ans dans ma cave à coder tout seul. Voilà. Donc, mais c'est seulement un début, les préjugés sont toujours là, mais dès qu'on commence à travailler avec les gens, on fait ce qu'ils font correctement, les barrières tombent. Et ensuite, le travail est le travail, tout le monde le fait, et on s'y fait en fait. Donc les préjugés, c'est au début, mais ensuite, ça s'efface rapidement. Ça dépend. Merci. De mon côté, en tant que data scientist, on avait tendance à penser que c'est un geek qui aime les maths et qui agit seul dans son coin. C'est pas du tout ça. En principe pour les maths, oui, mais pas forcément pour le reste. Non, comme je vous l'ai expliqué, vraiment, le data scientist, c'est vraiment quelqu'un qui est très présent et qui va avoir beaucoup d'interactions pour capturer les besoins, justement, et répondre au mieux aux problématiques métiers et pour pouvoir vraiment aider à la décision pour les décideurs. Donc oui, c'est pas quelqu'un qui va travailler seul. Merci beaucoup. Dans le public, je vous redonne la parole si vous avez des questions. Pas de questions, on n'a pas de questions. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Au niveau du parcours scolaire, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus, Bernard ? Moi j'ai un certain âge, donc peut-être ça va pas vous parler en fait tout ce que j'ai fait. Donc, sachant que j'ai pas. Voilà, donc, j'étais conscient de mes aptitudes, donc j'ai commencé par un cycle court pour pouvoir m'assurer avoir un diplôme. En fait,
j'étais persuadé que si je démarrais directement par un système universitaire, je me perdrais rapidement. Voilà, donc du coup, j'ai commencé par un cycle court qui m'assurait une base. Donc j'ai fait de l'ingénierie de système d'information sur un cycle court. Bon, après, une fois que j'avais ça, j'ai décidé de faire autre chose. Donc j'ai eu un parcours scolaire universitaire classique avec l'équivalent de Master 2 maintenant en ingénierie du système d'information, qui est à l'université du Capitole, ici, en couplage, je pense, avec l'université Paul Sabatier. C'est très très bien, vous pouvez y aller. On prend pas mal d'alternance sur cette université-là, des biagistes plutôt, voilà, ce genre de parcours. C'est très très bien, si jamais ça vous intéresse, c'est pareil. Voilà. Donc je commençais comme ça, moi, en fait. Ok. Mousse, est-ce que, bon, toi tu nous as dit que du coup tu avais fait une formation et sinon tu avais fait avant ça des études de gestion du coup. Voilà, moi j'ai fait des études de gestion des entreprises, un master en gestion des entreprises. Donc j'ai travaillé à la mairie de Paris, mairie de Courbevoie, à la sécurité sociale. C'est comme ça que j'ai atterri chez Orange quand j'ai fait la reconversion, et petit à petit j'ai évolué pour être Scrum Master, PO, chef de projet, coach agile, coach DevOps, jusqu'à monter ma propre structure pour faire des formations. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de dire aux personnes avec qui je suis en interaction, leur dire là d'où vous venez ne compte pas. La seule chose qui importe, c'est ce que vous voulez faire et les efforts que vous voulez investir pour y arriver. Et la plupart du temps, quand on fait de sa passion son métier, on y arrive souvent. Du coup, Cédric, je te laisse la parole. Ouais, alors moi, dans mon parcours, donc j'ai fait une école d'ingénieur, en fait, l'école des grands projets, qui permet de monter des projets de construction, des projets à large échelle. Et je vais vous raconter une anecdote. En fait, bon, moi, après, je suis passé de plus en plus vers l'IT parce que j'aimais ces projets. Et finalement, j'ai été confronté à deux aberrations. La première aberration, c'est que j'ai fait un projet où je n'avais plus d'utilisateurs. Le projet était tellement long que l'équipe avait été licenciée. Et on m'a demandé d'aller au bout, faire les supports de formation sans aucune équipe. Et je me souviens avoir inauguré le projet. Donc c'était un projet pour un manager, sans utilisateur. Et je suis allé au bout et je me suis dit, Cédric, c'est la dernière fois que tu fais ça. J'ai joué le jeu, j'ai présenté mon projet, on a fait un grand événement. Et derrière, je me disais, mais il n'y a plus personne qui utilise et personne ne l'utilisera jamais. Et même si finalement on se dit, mais ça n'a pas d'importance, voilà, tu as fait ton travail ou autre, il y a une vraie frustration que ce ne soit pas exploité derrière. Donc première anecdote. Et la deuxième anecdote, c'est que j'ai travaillé en fait avec des spécifieurs qui étaient capables de faire des specs détaillés de choses qu'ils ne comprenaient absolument pas. Et ils m'ont dit, moi je peux faire 150 pages sur un sujet que je ne comprends pas. Et là, quand j'ai découvert l'agilité, je me suis dit, bon, le fait de faire un produit avec un utilisateur présent en permanence qui sert à quelque chose, en fait, voilà, dans mon métier, tout a du sens. Quand on livre vite, ça a du sens. Et j'avais besoin de me nourrir d'un métier qui corresponde à quelque chose avec des vrais utilisateurs en bout de chaîne. Donc voilà mon parcours aujourd'hui vers l'agilité. Super, merci. Alors maintenant, je vais vous demander chacun votre tour de me donner une qualité qui est importante pour vous dans ce métier, pour exercer votre métier. Alors, en tant que directeur du système d'information, je pense qu'il faut avoir beaucoup de résilience, en fait. Voilà. Vous portez un système, vous êtes responsable d'un système, et aujourd'hui, les utilisateurs dont parle Cédric, en fait, ils attendent à ce que ça marche. Et là, il a raison quand il dit faire un projet pour faire un projet, c'est se faire plaisir. En fait, il faut que ce soit utilisé. Utile, utilisable, utilisé. Ça, il faut avoir ces trois termes en tête. Et il faut avoir la résilience parce qu'il faut supporter une forme de pression et d'attente, en fait. Il y a beaucoup d'attentes là-dessus. Pour ma part, je vais plutôt choisir l'humilité. Parce que quand on est coach agile ou coach DevOps, quand on débarque, les gens sont censés nous écouter. Et le problème, c'est que nous, normalement, un coach, il est là pour orienter, pour trouver des résultats, mais ce n'est pas un gourou. Voilà. Donc, quand on fait ce genre de métier-là, il faut être dans l'écoute. Savoir ce dont ont besoin les gens et essayer de leur donner, tout simplement, les aider. Donc, c'est l'écoute et l'humilité. Une qualité indispensable d'un bon data scientist, je pense que c'est la rigueur. Pourquoi la rigueur ? Parce qu'on reste dans un métier où il faut quand même coder. Donc le code, c'est-à-dire on va demander à la machine de faire certaines instructions, certaines actions. Et la machine, c'est pas un être humain. Si on ne lui dit pas texto ce qu'elle doit faire, elle ne fera pas autre chose.
Également, pourquoi de la rigueur? Parce que on est sur un domaine donc de l'informatique qui peut être assez puissant, dans le sens où on est sur des algorithmes d'apprentissage automatique, par exemple, de données. Et donc là, les résultats qui vont sortir de ces algorithmes-là, il faut savoir les expliquer. Et pas que dire ben, j'ai mis des données en entrée, j'ai eu des données en sortie. Il faut dire qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est relativement complexe, si on n'est pas rigoureux, c'est compliqué de savoir ce qui s'est passé dedans. Et les répercussions peuvent être assez dramatiques si jamais, suite à des résultats qu'on a sortis d'un algorithme, quelqu'un prend une décision qui fait perdre beaucoup à l'entreprise, juridiquement, ça peut être très pénalisant pour la personne qui a fait l'algorithme. Donc la rigueur, c'est vraiment le mot d'ordre. Moi, je dirais que la qualité, c'est d'être capable de faire du mentoring, parce qu'en fait, quand on fait du DevOps, il faut apporter le droit à l'échec, le droit à l'innovation. Donc imaginez, pour un manager, c'est pas évident de laisser la main aux équipes, de comprendre qu'on a affaire à des personnes plus intelligentes que soi. Voilà, donc il faut être capable de mentorer. Et puis après de s'effacer, il y a le feu partout, sur toute une chaîne d'entreprise. Donc on s'efface, on dit voilà, maintenant le leader, le manager a pris la place, quelque part l'expert aussi est à l'aise maintenant avec ses outils, puis on passe à autre chose. Mais il faut avoir cette capacité à chaque fois de faire grandir les autres et de s'effacer. Merci beaucoup. Alors moi, Alexis, j'ai une question pour toi. On entend parler de data scientist, data analyst, data engineer. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu la nuance entre ces différents métiers-là? Bien sûr. Donc moi, je vais vous parler de 4 métiers en lien avec la data. Le premier, le mien, data scientist, c'est vraiment c'est la personne qui va manipuler la donnée, qui va l'exploiter, qui va créer des algorithmes dont j'ai parlé tout à l'heure, des algorithmes d'apprentissage automatique de données. On appelle ça le machine learning ou deep learning. Donc lui, c'est vraiment celui qui va exploiter la donnée. On va avoir le data ingénieur. Le data ingénieur, lui, c'est celui qui va mettre en place les données pour que tous les autres métiers de la data puissent les exploiter. Donc on parle d'architecture, on parle de mise en place de bases de données, etc. On va avoir le data steward. Le data steward, ou celui qui s'occupe de la data gouvernance, ça va être celui qui va donner les accès aux personnes concernées par les projets data. Et enfin, on a le data analyst. Le data analyst, lui, c'est vraiment, c'est un peu comme le data scientist quelque part. C'est quelqu'un qui va analyser les données existantes. Mais à contrario, le data scientist, lui, il ne va pas utiliser tout ce qui est algorithme de machine learning, deep learning, apprentissage automatique de données, etc. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ah, super. Première question, quelles sont les évolutions de vos métiers? Existeront-ils dans 10 ans? Je repose la question. Alors, est-ce que vos métiers existeront dans 10 ans? Si on continue, après il y aura les limites bien sûr de l'accélération, donc c'est un métier qui a énormément changé, c'était un mouvement, ça devient une accélération. J'espère que non, j'espère que tout le monde travaillera ensemble et sera optimal, donc voilà, et que voilà, qu'on sera tous au top, tout simplement. Là, voilà, c'est vrai que le monde avance vite, très très vite. Il y a des métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, mais quand on prend par exemple l'agilité, je suis sûr que quand on demande à certains, ils vont se dire que c'est nouveau, ça vient de sortir. Certains savent que c'est arrivé depuis 2000, mais c'est arrivé depuis l'an 2000 ou 2001 dans les DSI, dans l'informatique. Mais les premières thèses sur l'agilité en elle-même, existent déjà depuis les années 60. Donc ça ne vient pas de maintenant, mais les informaticiens l'ont tellement popularisé que maintenant ça marche en dehors de l'informatique et ça évolue et ça se nourrit de différentes thèses. Quand on parle d'agilité, ce n'est pas seulement Scrum, ça vient également du Lean, on utilise du Kanban, on est également avec le DevOps, donc c'est quelque chose qui avance, qui évolue. Peut-être que l'agilité va exister ou bien peut-être qu'autre chose va la remplacer, on ne sait jamais. Allez-y, je vois Alexis, Bernard, vous avez...
Du coup, par rapport à cette question-là, est-ce que nos métiers seront présents dans 10 ans? Concernant le data scientist, il faut savoir que le métier de data scientist et tous les métiers liés à la data sont très liés à l'apparition du big data dans le début des années 2000. Le big data, c'est quoi? C'est les données massives produites et reçues par les entreprises, par tous les appareils qui contiennent de l'informatique et qui vont les transmettre. Donc ça va être le téléphone, l'ordinateur, etc. Donc ça, c'est pour expliquer le big data un petit peu. Et du coup, ces données-là sont devenues très présentes à partir des années 2000. Et le métier de data scientist, donc, c'est de manipuler cette data-là. Et c'est quelque chose de très récent. Peut-être que il y aura des nuances avec l'apparition d'autres phénomènes informatiques dans les prochaines années. Mais je pense que dans 10 ans, le métier de data scientist sera toujours présent. Parce que c'est vraiment le métier, je pense, à mon humble avis, qui va permettre d'exploiter cette data-là. Alors, le métier de directeur du système d'information, c'est manager le système d'information des entreprises. Et je pense que les systèmes d'information dans les entreprises, quelle que soit leur évolution dans 10 ans, en fait, seront toujours présents. Est-ce que mon métier dans 10 ans sera le même? Je ne pense pas. Il sera radicalement transformé de par les évolutions en fait, des technologies, des métiers, des pratiques, etc. Mais par contre, oui, effectivement, il faudra qu'il y ait une gestion de ceci, en fait. Merci à vous. Oui. Votre métier de rêve dans la tech, s'il existe ou pas? Alors Moi, je fais mon métier de rêve. Donc, Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai vu l'agilité, j'ai vu le DevOps. Je fais les deux. Voilà. Ouais. Me concernant, moi aussi, j'ai déjà le métier que je voulais faire. Donc, je suis très heureux. Mais après, si je devais en choisir un autre, j'aimerais beaucoup travailler sur le métaverse. Mon métier de rêve dans la tech, en fait, c'est pas la tech. Moi, ce que j'aime, c'est manager, travailler avec les gens. Être ensemble, un groupe, en fait, une équipe. C'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je vais conclure sur ça. Il y a quand même une dimension humaine dans vos métiers qui est extrêmement présente. Voilà, c'était juste une remarque que je voulais faire parce que c'est vrai qu'on le note pas assez. Souvent, la tech, on peut penser que c'est travailler avec des ordinateurs et en fait, c'est pas vraiment le cas. Pas seulement le cas. Voilà, moi, je pourrais préciser, effectivement, dans le DevOps, on pense toujours à l'acronyme CalmR et la première lettre, c'est le C de culture. Et le Lean, dans le Lean, il y a toutes les problématiques de gaspillage qui nous tient à cœur aujourd'hui, les problématiques de surcharge. Donc, effectivement, il y a des dimensions humaines qu'on ne voit pas forcément. Donc voilà, je rebondis, j'en profite effectivement sur ces dimensions-là. Oui, oui, bien sûr. Je repose la question juste pour les gens qui sont à distance. Donc, est-ce que, en tant que DSI, vous commencez à vous orienter vers les sujets de métaverse ? Alors, forcément, nous, on le regarde. Voilà, on fait de la veille par rapport à ça. Ça fait partie du métier au quotidien de regarder. Voilà. Et de voir comment est-ce qu'on pourrait transposer ça dans nos organisations. Après, nous, ce qui nous drive, en fait, c'est l'ambition métier et la stratégie de l'entreprise. On regarde ça. Donc, à aujourd'hui, dans nos schémas, ça n'en fait pas partie. Parce qu'on a des plans qui sont de plus en plus courts, en fait. On a des plans à 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc, est-ce que dans 4 ans, on se reposera la question? Si jamais on se recroise, je vous répondrai à ce moment-là. Pour l'instant, ce n'est pas dans le plan 5 ans. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à vous 4 de nous avoir présenté vos métiers et de nous avoir donné sûrement des clés pour mieux comprendre ces métiers de la tech. Merci à vous dans le public. Et puis, à très vite pour d'autres sujets sur le numérique. Au revoir.